Merci beaucoup Vincent, merci aux organisateurs pour à la fois m'avoir invité, c'est un grand honneur, et puis organiser cette journée que j'ai trouvée passionnante avec cette diversité d'exposés qui montre quand même que ces techniques d'intelligence artificielle impactent déjà le monde dans bien des domaines. Alors moi je vais vous parler du Corsair. Alors disclaimer, je ne suis pas médecin, je suis juste ingénieur, mathématicien. J'ai quand même passé une dizaine d'années juste dans le bâtiment derrière, ce bâtiment qui est l'Institut Curie, où j'étais à la fois à l'école des mines, l'Institut Curie. Donc j'ai travaillé avec des médecins qui travaillent sur le cancer. Je ne suis pas moi-même médecin, mais je vais essayer de partager avec vous ce que je vois aujourd'hui comme un petit peu état des lieux, promesses et défis de l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle pour combattre le cancer. Alors déjà, pourquoi combattre le cancer? Je pense que c'est la tradition des exposés d'expliquer pourquoi ce sur quoi on travaille est important. Je pense que le cancer, c'est quelque chose d'assez simple à justifier. Hein. Il y a plein d'autres problèmes importants dans le monde, mais celui-là en est un. Sans entrer dans trop de détails, malheureusement, vous connaissez tous ce terme, parce qu'il y a sans doute des gens que vous connaissez plus ou moins proches qui ont été confrontés. Aujourd'hui, il y a un humain sur 6 qui meurt tous les gens meurent, et parmi tous les gens qui meurent, il y en a un sur 6 qui meurt à cause du cancer. Souvent, ce n'est pas des décès très agréables, parce qu'ils sont précédés de plusieurs mois, plusieurs années de la fameuse longue maladie. Ça a été, mais ce n'est pas juste un fléau dans les pays riches. Aujourd'hui, 2/3 des décès du cancer, c'est dans des pays qu'on n'appelle pas riches. Ils sont moins touchés en incidence, mais c'est une maladie globale. Et donc, ça justifie que tout progrès dans ce domaine peut améliorer quand même pas mal de choses sur la vie sur Terre. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le cancer? Encore une fois, je vais utiliser des mots simples, et moi-même, je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ça. Mais je vais juste insister sur quelques aspects, notamment sur le fait qu'on peut définir le cancer à plusieurs niveaux de résolution pour les scientifiques de la salle. Peut-être un premier niveau le plus connu, c'est au niveau macro. C'est par exemple un cancer dans un sein, c'est une boule qu'on sent, qui grossit. Donc c'est une masse qu'on voit sur une mammographie, par exemple, une sorte de masse blanche qui se développe et qui, on la voit, elle peut grossir, elle peut tout d'un coup métastaser, aller dans d'autres endroits du cœur, atteindre des organes, etc. Donc ça peut être, c'est ça le cancer au niveau médical. Après, qu'est-ce que c'est que cette masse blanche? Pour l'observer, on peut prendre un microscope. C'est ce qui est fait en pathologie. Donc on peut prendre une biopsie, un petit échantillon, on le met sous le microscope, on le colorie et on observe l'image du milieu. Ou pour les gens pas entraînés, on ne voit pas trop ce que c'est, mais disons c'est des cellules. Pour les gens entraînés, on voit très bien sur cette image qu'il y a des cellules cancéreuses. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que cette masse blanche, finalement, ce n'est pas un corps étranger, c'est juste des cellules de sein, mais qui sont différentes des autres. C'est-à-dire que si on est bien entraîné, on voit que les cellules cancéreuses, elles n'ont pas exactement la même forme, pas exactement la même texture, pas exactement la même taille, elles ne sont pas aux mêmes endroits, etc. Et donc, au niveau biologique, cette masse blanche, finalement, c'est des cellules humaines. Ce n'est pas un corps étranger, encore une fois, c'est des cellules humaines, mais qui sont différentes des autres et qui ont notamment des propriétés différentes. Et parmi ces propriétés, il y a la propriété qu'elles se divisent rapidement et sans s'arrêter. Et c'est ça qui explique la progression de ces tumeurs quand elles sont malignes. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit pourquoi est-ce qu'il y a ces cellules humaines au milieu des autres cellules humaines qui se comportent différemment? Et pour essayer de le comprendre, on peut prendre un autre microscope. Cette fois, c'est des microscopes encore plus forts, voire des outils qui ne sont pas de la microscopie, pour voir à l'intérieur de ces cellules. Et si on regarde, l'exposé d'avant était sur l'ADN, si on regarde l'ADN de ces cellules, donc dans les cellules humaines par exemple, chaque cellule a de l'ADN qui est dans les chromosomes. Les cellules humaines ont 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes. Chaque chromosome, c'est une double hélice d'ADN. Et quand à un certain niveau de résolution, quand on a les chromosomes, donc là c'est l'image de droite qui décrit ce qu'on appelle le karyotype, donc la liste des chromosomes et l'organisation des chromosomes d'une cellule. Si vous aviez une cellule normale comme les 1000 milliards de cellules de votre corps, vous feriez cette image, il y aurait 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes rangés 2 par 2 avec des tailles à peu près cohérentes. Et l'image que vous avez là, c'est les chromosomes d'une cellule cancéreuse. Une seule. Alors, ce que vous voyez, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a du mal à apercevoir les 23 paires de chromosomes. En fait, il n'y a pas 23 paires, il y a des chromosomes normaux qui manquent, il y en a qui sont en 2 copies, 3 copies, 4 copies. Et surtout, on voit apparaître en fait, les couleurs de cette image
correspondent aux couleurs des chromosomes normaux. Donc, quand je dis il y a 23 paires, on a choisi 23 couleurs pour les 23 chromosomes normaux. Et là, on voit apparaître des formes bicolores ou tricolores ou avec des mosaïques. Et ça correspond au fait que les chromosomes de ces cellules cancéreuses ressemblent aux chromosomes normaux, mais ont été modifiés. C'est un petit peu comme un puzzle. Les chromosomes de la cellule cancéreuse peuvent avoir pris une partie du chromosome 3 d'une cellule normale, y a collé un bout de chromosome 7, etc. Donc, il y a, au niveau génétique, le génome des cellules cancéreuses est différent du génome des cellules normales, et de manière assez naturelle, c'est ça qui explique que le comportement des cellules cancéreuses est différent. Donc, c'est ça qui explique l'image du milieu, le fait que les cellules soient différentes, elles expriment des gènes différents, elles se comportent différemment, et c'est ça qui explique l'image macroscopique, qui est qu'on voit apparaître une masse qui grossit et qu'on a du mal à éradiquer. Voilà, en un slide, une caractérisation du cancer. Donc, souvent, on dit que le cancer, on peut dire presque que c'est une maladie, j'utilise le mot génétique, mais pas au sens habituel. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une maladie génétique, par exemple, qui se transmet entre générations, même s'il y a une composante génétique. Mais ici, j'utilise le terme génétique pour dire que, à la base, c'est parce que l'ADN, et je ne rentre pas dans les détails, il y a aussi ce qui est autour de l'ADN, l'épigénétique, etc. Mais c'est parce que l'ADN des cellules cancéreuses est bizarre, donc à la fois en termes d'organisation des chromosomes, et je passe dessus, mais il y a aussi des mutations, par exemple, il y a des lettres qui changent. Donc c'est parce que le génome est différent que la cellule est différente et que du coup la maladie se produit. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on pourrait comment est-ce qu'on pourrait traiter le cancer, et notamment où est-ce que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle pour aider à comprendre, traiter, soigner le cancer. Alors, je vais structurer donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Certaines sont presque des produits déjà, d'autres c'est plus des sujets de recherche. Je vais parler de 3 niveaux de questionnement. Sur lesquels l'intelligence artificielle peut jouer un rôle, va jouer un rôle. Et puis je vais essayer de partager avec vous mon sentiment sur lesquels sont plus ou moins mûrs, ou est-ce qu'il y a des promesses qui seront tenues ou pas tenues, quelles sont les difficultés. Donc les 3 niveaux, c'est le diagnostic du cancer, la détection du cancer, quand est-ce qu'on a un cancer. Deuxièmement, ça serait une fois qu'on a détecté, comment est-ce qu'on traite de manière le plus personnalisée possible pour s'adapter au cancer de chacun. Et troisième partie, ça va être des questions plus ouvertes sur, en termes de recherche fondamentale, comment, en utilisant l'intelligence artificielle, on peut faire de la recherche fondamentale qui nous permet de mieux comprendre la maladie pour envisager les thérapies de demain. Alors, premièrement, le diagnostic. Diagnostic, je vais le simplifier. Là, je parle juste de la question comment savoir quand quelqu'un a une tumeur maligne, comment savoir quand quelqu'un a un cancer. Alors, première chose, c'est une question extrêmement importante. Mon premier slide, c'était sur l'incidence énorme du cancer. Ce slide montre que le meilleur moyen aujourd'hui, sans faire de l'intelligence artificielle très compliquée, le meilleur moyen aujourd'hui de traiter des gens contre le cancer, c'est de le détecter le plus tôt possible. Un cancer détecté très tôt, dans beaucoup de cas, peut être guéri assez facilement. Un cancer détecté tard est plus difficile à guérir. Par exemple, là, vous avez sur cette image différents types de cancer. Vous prenez le cancer de la prostate ou le cancer du sein, qui sont les 2 premières lignes. Ce que montre la ligne, c'est le taux de survie, donc quel est le pourcentage de gens qui sont encore vivants après 5 ans qu'on a détecté le cancer. Et il y a 3, donc sur chaque ligne, il y a un intervalle. Le point de droite, c'est les gens qui ont été détectés quand la tumeur était petite, donc quand on a fait une détection précoce, et on voit que dans le cancer de la prostate, en gros, si le cancer est détecté de manière précoce, 100% des gens sont toujours vivants au bout de 5 ans. On sait le guérir. Pareil pour le cancer du sein. D'accord ? Alors, malheureusement, des fois, il y a quelques personnes, malheureusement, quelques patients qui ne sont pas à 100%, mais qui font décroître à 99%. Mais un cancer détecté tôt est guéri. Par contre, si vous détectez le cancer quand il est déjà métastasé, ce qui arrive, malheureusement, même aujourd'hui, même en France, vous tombez à des taux de survie qui sont de 30% pour la même maladie. D'accord ? Donc la seule différence entre les gens à gauche et ceux de droite, avoir un taux de survie de 100%, 30%, c'est d'avoir détecté le cancer tôt ou pas tôt. Donc il est évident qu'en termes d'impact, toute amélioration de la détection
peut avoir un impact énorme sur l'incidence, enfin, sur le traitement des cancers. Et donc, ce n'est pas nouveau, c'est pour ça qu'il y a des programmes, par exemple, pour la prostate, pour le cancer, des programmes de détection systématiques. Après un certain âge, on vous conseille d'aller faire des mammographies, on vous conseille d'aller faire des détections, parce que vaut mieux faire trop de tests pour de temps en temps trouver quelques cancers bien localisés pour pouvoir les traiter tout de suite, ils sont guéris. Voilà, donc se pose la question, comment est-ce que du coup on détecte les cancers avant qu'il y ait des symptômes, en fait, parce qu'en gros, qui dit symptômes dit qu'il est déjà un petit peu tard. Enfin, quand on commence à avoir des symptômes, c'est que le cancer n'est plus simplement une petite boule d'1 millimètre quelque part. Alors, la plupart des détections se fait par des tests qui fournissent soit des images, soit des prises de sang parfois. Et donc, il y a des médecins qui ensuite regardent les images. Alors, ça peut être des mammographies, ça peut être des radios, ça peut être des CT scans. Et ça, c'est un domaine, donc c'est le premier domaine sans doute, où les outils d'intelligence artificielle sont prêts à aider la médecine parce que le traitement d'images, on a vu quelques exemples aujourd'hui et c'est quand même un des grands succès de l'intelligence artificielle, le traitement d'images, la reconnaissance de patterns dans les images, c'est un des points forts de l'intelligence artificielle. Okay, donc on a vu des exposés tout à l'heure où il y avait des modèles je crois de Marc Mézard, qui reconnaissaient des chiens et des chats. Il se fait dire, voilà, vous avez des images de chiens et des chats notées, vous entraînez un réseau de neurones, il peut les reconnaître. Et vous pouvez transposer ça à des images de mammographie où il y a des tumeurs ou pas de tumeurs, et vous dites au réseau, optimise les paramètres pour reconnaître les tumeurs. Et ça marche, en gros. Alors quand je dis ça marche, je vais juste citer quelques publications qui ne sont pas les miennes, hein, je fais une revue un petit peu de publications importantes. Ça, c'est un papier sorti l'an dernier dans Nature, qui évalue un système d'intelligence artificielle. Donc quand je dis système d'intelligence artificielle, le modèle lui-même, pour des gens qui font de la computer vision, n'a rien de magique, c'est juste un réseau de neurones standard, sans doute pré-entraîné sur ImageNet, comme ce que fait tout le monde, et fine-tuné, donc optimisé pour reconnaître les mammographies avec un jeu d'entraînement qui est de 91 000 mammographies. Et donc, quand on estime son taux de performance, à quel point il trouve... à la fois, il faut à la fois classifier les mammographies en disant il y a un cancer ou il n'y en a pas, et puis identifier où elle est. En gros, ça marche assez bien. Je n'ai pas les chiffres précis d'accuracy. Mais ce qui a été fait dans ce papier, c'est d'essayer de se dire à quoi ça peut servir, parce qu'il y a quand même des médecins dont c'est le métier de faire ça, et on ne veut pas que ce soit la machine qui tout d'un coup remplace le médecin. Donc là, par exemple, le cas d'utilisation, c'était dans des cas où, je crois en Angleterre notamment, où il y a 2 médecins qui systématiquement reviewent les images. Donc ça prend du temps, il faut 2 experts, et ensuite s'ils sont d'accord, on ne fait plus rien, s'ils ne sont pas d'accord, il y en a un 3e qui vérifie. Là, la question c'était, est-ce qu'on peut remplacer le 2e par l'intelligence artificielle, en disant chaque image serait vue par un médecin, une 2e fois pour l'intelligence artificielle, s'ils sont d'accord, ça va, s'ils ne sont pas d'accord, on fait réexpertiser. Et donc, dans ce cadre d'étude, l'analyse montrait qu'on peut réduire d'un facteur énorme, enfin 88%, le travail du 2e médecin. En fait, on enlève la 2e lecture sans perdre du tout en précision, en détection des cancers, etc. Donc ça, c'est un cas d'étude qui peut avoir un impact économique et puis organisationnel, parce qu'une fois qu'on libère des médecins experts, ils peuvent faire autre chose, par exemple passer plus de temps sur les radiographies compliquées, les mammographies compliquées, etc. Donc voilà comment. Donc là, c'est un domaine, je dirais, où l'IA est au point. Il y a toujours des questions, et j'en parlerai un petit peu sur être sûr que ça généralise bien sur des nouvelles machines, dans des nouveaux environnements, etc. Mais en gros, c'est des cas d'application assez directs, et il y a énormément d'entreprises déjà qui commercialisent ce genre d'outils. Alors, je vais pas analyser en détail tous les articles publiés dans ce domaine, il y en a beaucoup. Mais je vais juste rapidement mentionner que, par exemple, là je parlais de la détection des cancers du sein sur des mammographies. Il y a eu des publications, là c'est un travail de Google, sur la détection, pareil, de cellules cancéreuses. Cette fois, c'est plus sur des mammographies, c'est sur d'autres types d'images, mais c'est encore des images. Donc en termes d'algorithme, c'est la même chose. C'est des réseaux de neurones qui prennent en entrée des images et qui sont entraînés pour reconnaître des cellules cancéreuses. Là, c'est des images pathologiques, d'histopathologie sur ce qu'on appelle des nœuds lymphatiques. Donc, c'est pour détecter, une fois qu'on a opéré quelqu'un pour enlever une petite tumeur, souvent on prend une partie des nœuds lymphatiques pour voir si elles ont déjà commencé à être infiltrées par le cancer. Si ce n'est pas le cas, on s'arrête là. Si c'est le cas, souvent on fait une opération plus compliquée, on fait de la chimio. Et donc, la question, c'est vous avez une image avec
10 000 pixels par 10 000 pixels. Il faut trouver des cellules cancéreuses qui parfois font 1% de l'image en analyse ordonnée. Donc c'est un travail, c'est compliqué. Encore une fois, il y a des médecins entraînés des années et c'est un travail difficile pour faire ça. Et pareil, là, il y a des outils d'intelligence artificielle qui ont été entraînés pour faire ça, qui marchent assez bien en termes de performance. Et donc dans ce cas-là, le cas d'étude, c'était est-ce que ces outils peuvent aider les anapathes, c'est les médecins spécialisés là-dedans, à aller plus vite, par exemple, en screenant les zones pas suspectes et en permettant aux médecins de converger plus vite vers les zones suspectes pour qu'ensuite le médecin puisse regarder en détail les fameuses cellules, un peu celles que je montrais au début, là, qui ont des formes spéciales, qui ont des textures un peu spéciales. Donc techniquement, en tout cas, ça marche assez bien et ce n'est pas une surprise, je dirais, au sens où, même si pour des êtres humains, on se dit c'est quand même compliqué d'analyser ces images, il faut des années d'éducation, d'entraînement. En fait, à la fin, ça reste un problème de pattern recognition, un problème de pattern matching, et que l'humain sait faire. Donc l'information est dans l'image et le réseau de neurones parvient à peu près à apprendre l'expertise humaine parce que c'est quelque chose qui est dans l'image. Il y a beaucoup d'autres exemples. Là, c'est un papier dans Nature Medicine qui fait la même chose sur des CT scans. Je vais passer rapidement, mais même principe et même conclusion, ça marche assez bien. Cette fois, c'est des images de types différents. Là, c'est des CT scans, c'est des radios, c'est en 3D, mais il n'y a pas de grande difficulté technique, je dirais. Il y a eu aussi pas mal de travaux qui ont fait un peu de bruit sur la détection des cancers sur la peau. Quand vous avez un grain de beauté, normalement, il faut aller voir le dermatologue. La plupart des gens n'y vont pas parce qu'on n'a pas envie. Ça serait plus simple d'avoir un smartphone qui prend une photo et qui dit là, va voir le dermatologue parce que quand même, ce n'est pas un grain de beauté normal. Alors ça ne marche pas parfaitement, comme toujours, mais il y a des systèmes qui sont entraînés et dont la performance sont comparables à des dermatologues entraînés sur des tâches assez précises qui sont, si on a une image d'une tache sur la peau, est-ce qu'on peut la catégoriser en mélanome, tumeur bénigne ou pas, ce genre de choses. Sans surprise, encore une fois, ce que l'expert humain parvient à voir peut être à peu près appris par des machines. Alors je reste assez, je ne m'engage pas dans un débat, est-ce qu'on est un peu au-dessus, un peu en dessous. Je pense que les chiffres à chaque fois montrent que la machine est un peu au-dessus des experts, mais bon, c'est à débattre. Mais en tout cas, l'ordre de grandeur est le même, c'est-à-dire que ça reste des problèmes de pattern matching et l'IA est bien au point là-dessus. Voilà, celui-là je vais peut-être sauter parce que j'ai beaucoup d'exemples, mais en conclusion de cette partie, donc je ne vais pas tellement dans le détail des outils, hein, mais la conclusion pour moi c'est que là c'est quand même un domaine, alors c'est vrai pour le cancer, c'est aussi vrai pour d'autres pathologies en fait, tout ce qui est imagerie médicale ça sert à beaucoup de pathologies, mais en particulier pour le cancer, l'IA sur les images a déjà un impact parce que les techniques marchent et répond à un problème qui, alors les problèmes qui se posent, c'est, à chaque fois je dis, y a déjà des médecins, en fait il n'y a pas des médecins partout, vous vous souvenez du premier slide avec la carte du monde, il y a des cancers partout, mais il n'y a pas des médecins entraînés partout, donc on peut se dire que toutes ces techniques automatiques, ça peut servir peut-être à l'Institut Curie, mais l'Institut Curie a déjà des très bons anapathes, des très bons radiologues. Si vous allez dans d'autres endroits qui ne sont pas l'Institut Curie, ça peut être pas mal d'avoir des outils qui ont le niveau d'expertise des médecins de l'Institut Curie. Donc il y a une question de, grâce à l'IA, pouvoir atteindre des zones, des endroits du monde, pas forcément très loin d'ailleurs, mais où il n'y a pas l'expertise médicale qu'il y a partout. Après, il y a beaucoup de challenges. Parmi les challenges, j'ai essayé d'évoquer un petit peu, mais comment est-ce qu'on utilise ces outils? Est-ce qu'ils sont là pour aider le médecin, pour faire la deuxième lecture, pour le guider, pour remplacer dans un endroit où il n'y a pas de médecin? Enfin, je pense que là, ce n'est pas très clair encore. Je pense que c'est là qu'en fait, il y a les grandes discussions aujourd'hui entre les hôpitaux, les entreprises, les régulateurs sur quelle est la place de l'IA dans ce domaine. Et puis, il y a des questions qui sont un peu techniques, et puis pas que techniques, et général, enfin, c'est vrai à la médecine, c'est vrai dans les voitures autonomes, c'est vrai dans tous les endroits où on veut utiliser l'IA pour des décisions critiques. Il y a des questions de comment garantir la robustesse des prédictions, comment garantir l'interprétabilité des modèles si on veut créer de la confiance, comment garantir l'équité, être sûr que le modèle ne va pas prendre des biais dans les datas, sachant que s'il est entraîné sur des datas de certains hôpitaux, ça correspond à la population traitée dans cet hôpital, etc. Donc ça, c'est des questions vraiment importantes, fondamentales. Et le domaine du machine learning
et des stakeholders, hein, des gens, des médecins, des hôpitaux, des patients, passent pas mal de temps en ce moment sur ces questions. Voilà. Donc en tout cas, ce n'est pas des questions tellement techniques, hein, l'algorithme marche pas mal, une fois qu'il est entraîné, il prédit bien. Le passage au patient nécessite quand même de répondre à ces questions. Voilà, donc disons, ça c'est la partie diagnostique. Encore une fois, c'est très important, ça va avoir un impact énorme. La technologie est là, et donc on est plus, ce n'est pas vraiment des questions de recherche fondamentale en machine learning aujourd'hui, c'est vraiment des questions comment utiliser ces techniques. Alors un deuxième domaine, c'est comment mieux traiter les gens. Et est-ce que l'intelligence artificielle pourrait non plus juste lire des images, mais étant donné des data, par exemple, des données qu'on a sur des patients, dire ben voilà comment il faut traiter ce patient, sachant que la cancérologie, enfin, comme d'autres pathologies, c'est un des domaines où il n'y a pas, malheureusement, hein, il n'y a pas juste une pilule à prendre, ce n'est pas un Doliprane et vous êtes guéri, c'est chaque personne va avoir un traitement assez personnalisé. Ça combine souvent plusieurs actions, ça peut être de la chirurgie, ça peut être de la radiothérapie, ça peut être de la chimiothérapie, ça peut être d'autres traitements, il y a une panoplie de molécules, etc. Donc le choix d'une prise en charge thérapeutique, c'est une question compliquée. Et d'ailleurs, dans les hôpitaux, ça fait l'objet de réunions pluridisciplinaires avec les radiologues, les anapathes, des oncologues divers qui chacun apporte un éclairage sur chaque cas patient pour aboutir à une décision optimale. Donc une question, c'est est-ce que les outils d'IA peuvent aider là-dedans? Est-ce que du data-driven, du machine learning, ça pourrait contribuer à mieux choisir les traitements? Et peut-être encore une fois, pour justifier pourquoi ce n'est pas simple et pourquoi c'est important, je disais, malheureusement, il n'y a pas un Doliprane qui permet de guérir le cancer. Une des raisons, c'est parce que, comme suggéré par mon image, je vous disais, un cancer, c'est une boule blanche dans le sein, mais au niveau moléculaire, c'est des chromosomes qui sont différents. En fait, autant la boule finale, elle est assez commune, c'est-à-dire que toutes les patientes qui ont un cancer du sein vont avoir une boule à un moment donné dans le sein. Autant au niveau moléculaire, déjà chaque personne est différente, donc on a tous des génomes différents, l'ADN est différent, même si on a tous 46 chromosomes, la séquence de lettres est différente. Et en plus, la modification, la réorganisation qui a permis aux cellules de devenir cancéreuses, elle est typiquement très spécifique. C'est un petit peu ce qu'on voit sur cette image qui est prise d'un article qui décrit, alors je ne vais pas expliquer exactement ce que c'est, mais vous avez 7 cercles avec des traits là. Chaque cercle correspond à un patient qui a un cancer. J'ai oublié quel cancer c'est. Peut-être des cancers du poumon, je ne suis pas sûr. Et la représentation, c'est une représentation, si vous avez de bons yeux, vous pouvez deviner des chiffres autour qui vont de 1 à 23. Donc en fait, c'est une représentation des chromosomes avec un code couleur et des arêtes pour résumer cette fameuse réorganisation que je montrais tout à l'heure. Je disais, il y a des chromosomes qui prennent un petit bout de chromosome 1, puis de chromosome 17, puis de chromosome 12. Là, c'est un moyen schématique de le représenter. Les arêtes, ça montre quelle partie a été collée à quelle autre, etc. Il y a un code couleur pour dire quelles parties sont amplifiées, etc. Et en gros, la chose à voir ici, c'est que là, c'est 7 cancers qui, au niveau médical, vu de loin, se ressemblent. Mettons 7 cancers du sein ou 7 cancers des poumons. Mais au niveau moléculaire, ils sont très différents. Ils sont tous différents. Et cette différence, encore une fois, qui s'explique parce que l'histoire de chaque cancer est différente, ça prend une cellule normale qui acquiert des mutations, qui se développe, etc. Cette variabilité ici, parfois on appelle ça dans le domaine le syndrome d'Anna Karénine, pour ceux qui connaissent le roman. La première phrase, c'est « Toutes les familles heureuses sont les mêmes, mais chaque famille malheureuse est malheureuse à sa propre manière ». C'est un peu la même chose pour les cellules cancéreuses. Hein. Enfin, toutes les cellules normales sont les mêmes, elles ont toutes 23 chromosomes, enfin 23 paires, tout va bien. Mais chaque cellule cancéreuse, il y en a 7, est cancéreuse à sa propre manière. Il y a cette diversité. Et pourquoi c'est important? Parce que beaucoup de traitements qu'on va donner, notamment ce qu'on appelle les traitements qui marchent bien, ce qu'on appelle les thérapies ciblées, ça va être des traitements qui fonctionnent juste si la cellule a certaines anomalies moléculaires, juste sur une sous-partie des cellules. Et donc l'échec des traitements, souvent, c'est parce qu'on donne le mauvais traitement à une personne donnée. C'est-à-dire que, imaginez que comme tous les cancers sont différents, vous avez un ensemble de cancers possibles, d'anomalités moléculaires possibles. À côté, vous avez une panoplie de traitements possibles, et il faut les matcher. Et si vous ne matchez pas le bon médicament à la bonne tumeur, le médicament ne va pas marcher, ou alors va marcher un petit peu, et ensuite la tumeur va devenir résistante, etc. Donc c'est ça à la base, pourquoi la médecine ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est très important en oncologie.
c'est parce que quand on parle de cancer du sein, il n'y a pas un cancer du sein, il y en a 5 sous-familles dominantes, et au sein de chaque sous-famille, chaque malade, chaque patiente, au niveau génomique, a un type de cellule unique. Voilà, alors c'est pour ça qu'il y a un domaine, on parle de médecine de précision, parfois de médecine personnalisée. Donc un domaine qui dit, si vous avez un ensemble de patients sur lesquels vous pouvez mesurer des choses, est-ce qu'il est possible de les catégoriser? Alors ça pourrait être complètement individualisé en disant chaque patient, je veux un algorithme qui prenne en entrée un patient et en sortie donne le traitement, enfin la séquence de traitement donnée. Ou alors à un niveau un peu plus agrégé en disant parmi tous les patients, on va les regrouper en 10 clusters sur la base de ce qu'on mesure sur eux. Et chaque cluster correspondra à un choix de traitement. Si on ne veut pas avoir des traitements complètement personnalisés, on peut faire quelques groupes en disant voilà, il y a ceux qui auront la molécule A, ceux qui auront la molécule B, etc. Et donc là, on voit apparaître un problème qui pourrait peut-être être résolu par des statistiques du machine learning, en disant si j'ai des données historiques sur des cohortes de patients sur lesquels j'ai des datas, est-ce que je peux relier les datas que j'ai mesurées à mes patients au fait que la molécule jaune marche bien, ou alors la molécule rouge n'a pas marché, ou elle est devenue résistante, etc. Est-ce qu'on peut relier ça? Et en fait, c'est à peu près ce qui est fait. La plupart des médicaments sont développés en ayant une idée parfois assez claire de la cible moléculaire qu'on a. Mais par contre, le choix des traitements à donner, souvent, c'est des résultats d'études statistiques qui disent, voilà, on a fait une étude statistique sur un petit peu comme on parle beaucoup en ce moment des vaccins contre Covid, et les vaccins contre Covid sont testés sur des classes d'âge. Certains sont conseillés à certaines classes d'âge. Ça, c'est des résultats statistiques. C'est qu'il y a eu des essais cliniques, on a essayé, on a vu que ça marchait bien, que ça ne marchait pas bien, que le bénéfice était supérieur au risque, etc. Donc, c'est le résultat de l'étude statistique qui aboutit à des règles pour donner les vaccins à des personnes et pas d'autres. Et en cancérologie, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il y a plus de vaccins possibles, il y a plus de mesures possibles chez les gens, mais on aimerait définir des règles, et c'est les statistiques, souvent, sur des données historiques qui permettent de faire ces règles. Donc une question, c'est est-ce qu'on peut passer de statistiques descriptives sur un ou deux paramètres, comme l'âge et le type de cancer, à des choses un peu plus poussées, où chaque patient pourrait être décrit, j'ai parlé beaucoup des images, donc chaque cancer, on a plein d'images. On peut aussi séquencer le génome, on peut aussi faire du transcriptome, enfin faire de ce qu'on appelle la carte d'identité moléculaire, pour voir ces fameuses cellules cancéreuses, quelles sont les anomalies dans l'ADN, quels sont les gènes qu'elles expriment, quelles sont l'épigénétique qu'elles ont, etc. Ça donne plein de data qui caractérisent chaque patient, et on aimerait faire prendre ces data en entrée pour pouvoir prédire le meilleur traitement à donner. Et ça commence à ressembler à du machine learning. Alors, l'IA statistique, IA joue un rôle important, à la fois dans... Là, ici, j'avais deux cases où ça peut jouer. La case de gauche, c'est comment est-ce qu'à partir des données brutes, qui sont par exemple des données de séquençage, on peut utiliser quels algorithmes utiliser pour traduire les données brutes en données un peu moins brutes qui capturent de la biologie. Et la deuxième partie, le deuxième bloc, c'est comment est-ce qu'à partir de données peut-être un peu moins brutes, on peut prédire les meilleurs traitements de données. Alors sur la première partie, par exemple, il y a beaucoup d'algorithmes déjà basés sur l'intelligence artificielle qui sont devenus dominants sur des tâches comme vous avez des données brutes. Par exemple, ici, c'est des données, vous faites du séquençage d'ADN. Donc le séquençage, c'est une machine. Une machine de séquençage, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça prend un échantillon biologique, ça extrait l'ADN, ça le coupe en petits morceaux et ça essaie de décrypter chaque petit morceau. Simplement, il y a beaucoup d'erreurs de lecture. L'exposé précédent disait qu'il faut corriger les erreurs, donc il y a des erreurs. Et il se trouve qu'il y a différents algorithmes, mais aujourd'hui, des algorithmes qui marchent bien pour corriger les erreurs, c'est-à-dire pour prendre en entrée toutes les données d'ADN brutes obtenues par séquençage et reconstituer le génome des cellules, passent par des réseaux de neurones, par exemple, qui sont entraînés à prendre ces collections de séquences en entrée pour prédire quelle est la lettre A, C, G, T à chaque position. Voilà, donc ça, c'est déjà des choses qui existent, qui sont en compétition avec d'autres techniques pas basées sur l'IA, mais il se trouve que celles-là sont à l'état de l'art. Ensuite, si on ne parle plus seulement de trouver les data brutes en data valeur ajoutée, mais d'essayer de relier les data brutes ou déjà processées à des prédictions utiles, par exemple, quel médicament faut donner, ou alors quel est le risque que telle personne
et une rechute, auquel cas il faut faire de la chimiothérapie contre la possibilité qu'elle n'ait pas de rechute, il y a pas mal de travaux qui essaient de faire ça, donc qui disent je fais un réseau de neurones qui en entrée va prendre une description du cancer, par exemple une image ou alors un profil génétique, va créer une architecture de réseau de neurones, donc si c'est des images, c'est des réseaux d'images, si c'est des profils génétiques, c'est d'autres types d'architecture, mais prend ça en entrée et en sortie va prédire le risque de rechute ou alors ce qu'on appelle la survie à 5 ans, donc qui va décrire, en gros, essayer de répondre à la question, quelqu'un qui a une petite tumeur, si on enlève par chirurgie, est-ce qu'elle est guérie ou pas? Si elle est guérie, on arrête. S'il y a un risque important de rechute, on va donner une chimiothérapie. Donc ça a des conséquences très très importantes sur les personnes. Et c'est ce genre de réseau de neurones qui va nous aider à prendre ce genre de décision. Pour répondre à la question, est-ce que telle personne, vu les caractéristiques du cancer à l'instant du diagnostic, est-ce qu'elle est guérie juste par chirurgie ou est-ce qu'elle n'est pas guérie? Et dans ce cas-là, il faut faire un choix différent d'options thérapeutiques. Voilà, donc c'est très prometteur. Alors après, sur ces questions de comment faire du diagnostic, du pronostic, ou alors la prédiction de traitement à partir de données moléculaires, il reste des questions importantes, et je ne vais pas passer trop de temps dessus. Je crois que Chloé, ce matin, Chloé Hazenkott, a parlé des questions de peu de données en grande dimension. On est quand même confronté, à part pour les images, encore une fois, je disais, les images, c'est quand même les données qui marchent bien en IA. Quand ce n'est pas des images, quand c'est des profils d'expression de gènes ou des listes de mutations, etc., c'est plus dur parce qu'on n'a pas, soit pas les bons modèles encore, soit pas les grandes quantités de données qui permettent d'exploiter toute la force de l'intelligence artificielle. Et donc je dirais les progrès sont un peu plus lents, il y a beaucoup de recherches, donc je vais passer un peu cette partie, comme ça me permet de gagner un petit peu de temps. Mais voilà, je vais peut-être m'attarder une seconde sur ce graphique qui n'est pas du tout lié à la médecine, mais qui est une des courbes qui montre la magie des data et qui montre pourquoi c'est compliqué en médecine de tout attendre de la magie des data. Donc la magie des data, c'est que quand vous travaillez, je travaille chez Google, mais il y a beaucoup de gens qui font de l'apprentissage sur des grands jeux de données. Aujourd'hui, quand vous faites de l'image ou du texte ou une application où il y a beaucoup de données possibles, la recette magique pour avoir un modèle qui marche mieux, c'est de lui donner plus de data d'entraînement. Alors quand je dis recette magique, on comprend un peu pourquoi, mais c'est quand même un phénomène qu'on observe, même aujourd'hui, les modèles de langage ou d'image dits géants, ils continuent à s'améliorer si on passe à la fois en taille du modèle et en taille de l'entraînement, de très grand à très très grand. Simplement, l'augmentation est, des fois on parle d'exponentielle, là c'est logarithmique, c'est-à-dire que si vous voulez gagner 1%, il faut multiplier la taille de vos jeux de données par un facteur constant. Donc en image, ça ne gêne pas trop les gens de dire j'avais 10 millions d'images, je passe à 100 millions, comme ça je gagne un peu, et puis si je veux gagner encore un peu plus, je passe à 1 milliard, et puis après 10 milliards, et 100 milliards, donc ça coûte quelque chose, mais c'est réaliste. Si vous remplacez les chiffres ici par des patients, des gens qui ont un cancer, vous voyez qu'on ne parle pas de la même chose, on ne peut pas passer d'une étude avec 1000 patients à une étude avec 10 000, 100 000, 1 million, etc. de patients. L'amélioration logarithmique fait mal dans les domaines où les données sont chères. D'accord ? Donc ça suggère que pour déployer l'IA et entraîner des bons modèles dans des applications où les données sont, mine de rien, chères, si chaque point c'est une personne, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'aura jamais beaucoup de points, il faut faire autre chose. Voilà, alors je ne vais pas trop parler de ça, je n'ai pas le temps, mais il y a plein de gens, Chloé Hazenkott en a parlé ce matin, il y a plein de gens qui réfléchissent comment faire du machine learning sur des jeux de données plus petits, et souvent ça passe par changer les modèles, changer la manière d'apprendre les modèles, mettre des contraintes, régulariser, etc. Voilà, mais je vais pas parler plus longtemps de ça, et je vais juste dire 2 mots sur des choses qui me semblent encore plus excitantes à titre personnel, c'est plus la recherche fondamentale, comment l'IA peut aider d'autres sujets. Alors, il y a plein de questions ouvertes. Par exemple, quand on parle de cancer, je disais on peut décrire le cancer par le génome des cancers. Mais en fait, il y a d'autres, même sur le cas du cancer, quand on regarde un peu plus en détail et quand vous parlez à des médecins, ils vous disent oui, tu fais ça, mais c'est déjà hyper réducteur de réduire un cancer à un profil génétique parce que moi qui connais les cancers, voilà ma vision d'un cancer, c'est un micro-environnement constitué de plein de cellules toutes différentes, au sein desquelles il y a des cellules cancéreuses qui elles-mêmes ne sont pas toutes les mêmes parce que la tumeur évolue, etc. Et donc, si je veux comprendre ce que c'est qu'un cancer, ça serait bien de comprendre un petit peu tout ça. Et je peux avoir plein de data sur cet environnement pour, par exemple, modéliser les interactions entre cellules, pour modéliser l'évolution de la tumeur, pour
pour faire différentes choses. Et ce n'est pas seulement pour le plaisir de comprendre, hein, mais par exemple sur une des questions fondamentales qui est la résistance au traitement, qui est une plaie. Hein. Quand on traite quelqu'un en cancer, souvent quelqu'un a une tumeur, on arrive à trouver un traitement, la tumeur régresse, tout va bien, la personne semble guérie. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, paf, le cancer repart. Ça, c'est quelque chose malheureusement qui arrive souvent. Et ce genre de phénomène est lié peut-être pas toujours, mais en tout cas, il y a beaucoup de cas où ça a été décrit, est lié à cette fameuse complexité qui fait que, comme toutes les cellules cancéreuses ne sont pas les mêmes, par exemple, dedans, on a des sous-populations avec des anomalies particulières. Et quand on assomme la tumeur avec une thérapie qui marche, la tumeur va peut-être tuer 99% des cellules, mais il y aura 1% de résistants. Et ces cellules résistantes, parce qu'elles sont un peu différentes, c'est elles qui vont avoir l'espace pour grossir et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, faire une deuxième tumeur qui va grossir et qui, elle, sera résistante au traitement. Donc comprendre toute cette complexité, comprendre l'hétérogénéité, ça fait partie vraiment des facteurs bloquants aujourd'hui pour vraiment améliorer le traitement des cancers sur le long terme. En 2 mots, l'intelligence artificielle, machine learning, est utile là-dedans. Je vais juste parler de 2 ou 3 travaux. Là, c'est un travail qu'on a fait avec Judith Abécassis, qui est maintenant à l'INRIA, et Fabien Rial, qui est médecin à l'Institut Curie, où on a développé des outils. Alors, ce n'est pas des réseaux de neurones, mais c'est du machine learning, disons, pour, à partir de données qui sortent de l'hôpital, donc du séquençage de tumeurs, qui sont censés juste décrire la tumeur dans son ensemble, pour faire une forme de déconvolution qui permet de dire que la tumeur n'est pas homogène, qu'elle contient différents types de cellules, et ça, on voit juste imaginez qu'on voit juste des petits morceaux de puzzle qui sont des brins d'ADN. Certains ont des mutations qui appartiennent juste à une sous-partie des cellules, et on peut faire une sorte de déconvolution qui ensuite dit la tumeur n'est pas homogène, elle contient sans doute 2 ou 3 sous-familles de cellules qui ont des mutations différentes, et voilà les mutations, et voilà à quel processus biologique elles sont rattachées. Donc je ne vais pas en dire plus sur les outils utilisés, mais disons c'est du data-driven, c'est entraîné sur des data, et ça permet ensuite automatiquement de pas seulement dire, voilà, je fais un séquençage de tumeur, donc voilà les mutations, voilà les chromosomes qu'elle a, mais en plus de dire, voilà l'organisation de la tumeur en sous-famille, et donc, attention, si vous traitez la tumeur parce que 80% des cellules semblent réagir à tel traitement, vous risquez de favoriser les 20% qui, eux, risquent d'être résistants. Donc, on n'en est pas encore à la mise en place en pratique de tout ça, mais on va dans cette direction, et là, les algorithmes permettent de faire tout ce processing qui caractérise la tumeur en sous-population. Je vais conclure par un type de données sur lesquelles moi je travaille pas mal, et il y a beaucoup de gens, l'Institut Curie et ailleurs, qui travaillent, c'est ce qu'on appelle le séquençage ou la génomique single cell, donc à cellule unique. Alors je n'ai pas beaucoup parlé de génomique, hein, mais en gros la génomique, c'est on prend un morceau de tissu, souvent constitué de plein de cellules, quelques millions de cellules, on extrait de l'ADN ou des gènes et on les séquence pour voir ce qu'il y a dedans. Mais ça, comme je disais à l'instant, ça donne une image moyennée sur toutes les cellules. Et donc, ce n'est pas tellement intéressant si l'échantillon duquel on part est hétérogène. Et maintenant, il y a un deuxième type de technologie qui a été mis au point depuis quelques années. C'est des machines, c'est des protocoles basés sur la microfluidique notamment, qui, étant donné un échantillon complexe, va faire de la génomique, donc décrire l'ADN, décrire les gènes, décrire l'expression des gènes, mais pas au niveau de l'échantillon dans son ensemble, donc pas une moyenne, mais au niveau de chaque cellule individuelle. Ce qui veut dire que si vous mettez dedans un échantillon de tumeur qui contient, mettons, 100 000 cellules, et bien la machine, elle va vous donner 100 000 profils génétiques, plutôt qu'un seul pour une personne. Et donc ça, on a accès directement. Alors souvent, on ne sait pas exactement où était la cellule, donc il y a une question de spatialement où elle est, mais tout d'un coup, on peut décrire la complexité de la cellule avec beaucoup plus de data, ce qui peut être intéressant pour l'intelligence artificielle parce que si maintenant on va faire l'analyse de la modélisation de cellules uniques, le nombre n de cellules, lui, grossit rapidement, parce qu'avec un patient, on peut avoir des millions de cellules. Et puis surtout, ça nous donne des images ou des moyens d'analyser la diversité des tumeurs. Imaginez que si on fait ça à un instant donné, ça nous dit, voilà, ma tumeur est composée de toutes ces sous-populations de cellules, etc. Je peux les décrire, etc. Et si vous faites la même image à l'instant T et puis un mois plus tard, vous voyez aussi ce qui bouge, quelle population augmente, quelle population diminue, etc. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives. Par contre, c'est des technologies, heureusement qu'elles arrivent maintenant, et c'est sans doute lié à l'informatique, c'est des technologies qui produisent des quantités de données énormes. Parce que déjà, la génomique, les biologistes se plaignaient que ça faisait trop de données. Quand on fait un profil génétique, on a facilement des milliers de nombres pour décrire un cancer.
Maintenant, on a plus des matrices, c'est-à-dire que chaque tumeur, ça devient des matrices avec des millions de colonnes qui sont des cellules et des millions de lignes qui sont les paramètres génétiques de chaque cellule. Donc, toutes les méthodes d'analyse de données, de modélisation de données, jouent un rôle central pour analyser ça. Il y a beaucoup de publications en ce moment. C'est un domaine de recherche active. Je ne vais pas avoir le temps d'en parler tellement, pas aujourd'hui. Mais j'ai juste mis quelques titres ici. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans le domaine de machine learning, vous allez reconnaître des algorithmes de machine learning, par exemple ce qu'on appelle Deep Generative Modeling, c'est donc des modèles profonds pour la génération, ce qu'on appelle des VAE, des Variational Autoencoders, ce type d'approche. Donc tous ces algorithmes utilisés pour l'image, pour le texte, maintenant il y a toute une communauté scientifique qui les utilise, qui les adapte pour des données qui commencent à être en grande quantité, qui sont les données single cell omics. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Le reste, c'est du bonus. Donc je vais peut-être conclure quand même là-dessus. On en a un petit peu parlé aujourd'hui, mais parmi les sujets aussi où l'IA, j'espère, va impacter la recherche contre le cancer, c'est dans la découverte de nouveaux traitements. Et vous avez tous, j'imagine, on en a parlé un petit peu aujourd'hui, mais entendu parler des progrès récents au cours des 2 dernières années d'algorithmes basés sur l'IA pour la prédiction de structure de protéines. Donc le fameux AlphaFold, et maintenant, en fait, la plupart des laboratoires même académiques qui travaillent sur ces sujets ont adopté ces techniques. J'ai juste remis l'image à droite là, de la progression. Donc c'est au cours du temps depuis 2006, et en fait c'est une compétition biannuelle qui avait lieu pour voir comment est-ce qu'on peut prédire la structure 3D. Depuis 1990, il y a eu finalement assez peu de progrès, ça stagne depuis longtemps, et en 2 ans, qui sont les 2 versions de AlphaFold, AlphaFold 1 et AlphaFold 2, on a tout d'un coup, c'est le fameux, la performance a explosé. Donc on est passé de quelque chose qui n'était pas vraiment utilisable à quelque chose qui commence à l'être. Ça veut pas dire que c'est résolu, tout n'est pas parfait, mais c'est clairement le fameux moment ImageNet pour le traitement d'image où tout d'un coup, on a vu une amélioration énorme des résultats. Là, on a la même chose sur cette prédiction de structure, et là, ça ouvre la voie à des découvertes thérapeutiques importantes parce que tout d'un coup, on peut, sur ordinateur, partir du génome, prédire les protéines, leur structure, faire du matching pour voir quelles petites molécules ou quelles interactions peuvent être disruptées, etc. Donc ça ouvre la voie quand même à vraiment de la recherche de nouveaux traitements grâce à des progrès importants en intelligence artificielle. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'ai déjà été un peu long, mais en résumé, je pense que j'essaie de vous convaincre que le machine learning, l'intelligence artificielle, c'est vraiment... ça peut transformer pas mal de domaines, et en IA, en cancérologie, clairement, il y a des domaines où la technologie marche est déjà là, et c'est les questions comment est-ce qu'on la déploie, comment est-ce qu'on la déploie de manière sûre et que les patients, les médecins l'acceptent. Et puis il y a des questions un peu plus nouvelles sur comment utiliser AlphaFold pour faire du drug design qui sont vraiment passionnantes, et beaucoup de gens commencent à s'intéresser à ces questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Jean-Philippe pour l'exposé. J'avais une double question. Tu as commencé par les succès en machine learning, sur notamment la computer vision, sur la détection de tâches sur la peau et des choses comme ça. Et donc ma première question, c'est comment ça c'est accepté. Ça n'a rien à voir avec le machine learning. La première question, c'est comment c'est accepté par le monde médical, comment ils s'en saisissent et comment ils acceptent ces nouvelles technologies. Et la deuxième question, c'est précisément, alors là, c'est plus du machine learning. Tu as souligné une chose, c'était que pour gagner le petit pourcent là, de points d'accuracy, là, où quelle que soit la mesure de performance, il fallait multiplier par 10, etc., le nombre de personnes qu'il fallait analyser. Est-ce qu'il n'y a pas moyen ou est-ce que c'est déjà dans l'air du temps, de faire travailler les médecins avec les algorithmes de machine learning pour faire des trucs d'active learning qui permettraient d'une manière ou d'une autre, ou encore, de faire des algorithmes qui seraient capables en collaboration, en interaction avec les médecins, d'identifier les populations qui apporteraient le plus d'informations pour gagner justement ces points-là. Parce que visiblement, tu disais multiplier par 100, aller jusqu'à 100 millions de personnes, ça ne va pas marcher, ça va être impossible. Donc voilà, en gros, ma question, c'est l'interaction avec les médecins, avec le corps médical, et comment tout ça vit ensemble. Oui, très bonne question, une question très importante. Alors la première sur la réaction globalement du corps médical vis-à-vis de ces technologies.
bon, je ne peux pas le résumer ici. Déjà, ce n'est pas homogène. Il y a clairement une partie qui est un petit peu, je dirais, dans le rejet, enfin, des gens qui se disent, qui se sentent dépossédés, mais enfin, moi, entre ce que je lis et les interactions que moi j'ai à travers des conférences ou autres, je dirais que la majorité sont vraiment intéressés parce que c'est quand même des technologies. Quand on travaille sur un domaine et qu'on apporte un outil qui peut aider, ça aide. Donc la plupart des médecins que moi j'ai rencontrés, même des anapathes, etc., ils voient ça comme une technologie. Ils se méfient du fait que, enfin, est-ce que ça va aider les patients? C'est-à-dire, est-ce que les performances promises vont être au niveau? Est-ce que c'est robuste, etc. Donc je pense qu'il y a une habitude peut-être dans le monde médical de validation qui est plus élevée que dans d'autres domaines. Hein, quand on travaille comme nous dans des boîtes qui font de la pub, il n'y a pas besoin d'un essai clinique et de scientifiques pour discuter si un nouvel algorithme est bien. On le met, ça marche, ça fait gagner des sous, etc. Dans le monde médical, c'est différent. Il y a de la validation sérieuse. Donc je pense qu'il y a mon point de vue, c'est qu'il y a une envie d'aller dans cette direction avec quand même un besoin de validation du corps médical. Enfin, il semble comme ça. Après, sur la question active learning, etc., c'est une très bonne question. J'ai pas d'exemple précis en tête. Ce que je sais, c'est que quand, par exemple, il y a des grandes collectes d'informations au sens création de cohortes, par exemple, qui sont mises en place, effectivement, les gens se posent des questions, les médecins se posent des questions, comment constituer la cohorte. Souvent, d'ailleurs, les choix a posteriori sont critiqués par d'autres. Hein. Par exemple, un exemple dont on a parlé pas mal ces derniers temps, c'est toutes les questions de grandes cohortes qui ont été séquencées, laissent par exemple l'Afrique à peu près absente des cohortes, ce genre de choses, ce qui est bizarre. Mais en tout cas, au moment où la cohorte a été constituée, il y a des gens certainement qui ont dit on va prendre telle population, telle population, telle population. Après, je ne sais pas si c'est arrivé au niveau active learning où, par exemple, des outils d'IA sont utilisés pour prédire quelles seraient les sous-populations à séquencer ou les malades à séquencer. Mais je pense, en tout cas, vu l'importance du problème, je pense que ça fait partie des directions tout à fait envisageables pour collecter des données. Le plus de données informatives possible avec un budget limité, budget étant pas seulement de l'argent, mais des gens, des experts. Oui, moi j'ai une petite question ou remarque. La carte du monde que tu présentes au début pour l'impact par cancer, c'est les diagnostics ou c'est par mortalité? Parce que c'est vachement important, il y a une donnée, il y a une répartition géographique, et là aussi il y a de l'information qu'on ne prend pas. C'est que finalement il y a un impact du cancer dans les pays occidentaux, etc. Et bon, évidemment, ça veut dire quelque chose, c'est que la prévention là-dessus est assez peu considérée. Donc c'est une remarque comme ça, mais on ne peut pas s'empêcher qu'il y a une débauche d'énergie pour quand même quelque chose qui est trivial sur cette carte, c'est l'influence du mode de vie occidental sur la mort par cancer. On sait qu'il y a des régions de la Chine, par exemple, qui sont complètement isolées du reste du monde, ou en Afrique, où il y a une incidence du cancer, pour le coup, qui est extrêmement faible, indépendamment du diagnostic. C'est possible, oui. Alors, cette carte, je vérifie, mais c'est une carte d'incidence. Donc, c'est le diagnostic. Combien de personnes ont un cancer diagnostiqué par rapport à 100 000 habitants. Oui, je pense que ce que tu dis est vrai. J'ajouterais une nuance quand même importante, c'est que le cancer reste une maladie dont l'incidence augmente avec l'âge. Et donc, comme il y a aussi des grosses différences de structure de population, enfin de structure d'âge dans les différents pays. Par exemple, la plupart des pays pauvres ont beaucoup plus. L'Afrique, je crois, je vais dire des bêtises, mais. Plus jeune, moyenne d'âge 40 ans. Oui, moyenne d'âge 40 ans, 60% des gens ont moins de 20 ans. Donc, juste pour ça, le taux de naissance est plus faible. Après, donc il y a ça, plus le mode de vie, évidemment. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que si demain on arrêtait de fumer, on interdit, désolé, mais s'il y en a qui fument, mais si on arrête de fumer, si on arrête de boire, après on perd des plaisirs de la vie, mais le taux d'incidence est divisé par 2. Ça, enfin, sur certains cancers, le cancer du poumon, c'est le cancer principalement lié à ça. Après, il y a le mode de vie, etc. Toute l'épigénétique qui compte aussi, parce qu'il n'y a pas que le génome, il y a aussi l'environnement et l'interaction avec l'environnement quand même qui compte beaucoup. Oui, alors les raisons du cancer, l'étiologie du cancer, il y a beaucoup de choses. Il y a le mode de vie, il y a le génome, notamment le génome dont on hérite à la naissance. On peut avoir des mutations qui prédisposent. Après, il y a l'épigénome, tout contribue. Mais encore une fois, certains cancers, pas tous, mais certains cancers comme par exemple les cancers de la peau, on sait qu'elles sont expliquées à
X%, oui, c'est très grand par l'exposition au soleil. Les cancers du poumon sont expliqués à X% par la consommation, le fait de fumer du tabac. Donc ça, c'est des choses qui seraient actionnables. Bon, après, les sociétés décident ou pas de le mettre en place. Bien. Alors, une dernière question. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question concernant le séquençage à cellule unique. Il me semble que les données obtenues avec cette méthode, donc les matrices obtenues, ont une grande proportion d'entrées manquantes. Et donc je voulais savoir quelle est la proportion moyenne et est-ce que les algorithmes développés aujourd'hui gèrent bien ce problème? Très bon point. Alors, je ne crois pas que j'ai d'image tellement là-dessus. Non, je n'avais pas d'image. Non, alors effectivement, en fait, une chose que je n'ai pas dit, et c'est là justement que c'est du pain béni pour les mathématiciens, statisticiens, informaticiens, c'est que typiquement, ces technologies ont un curseur qui décide combien on fait de cellules, donc on peut faire plus ou moins de cellules. Et il y a un prix à payer, c'est que si on fait plus de cellules, la qualité des données qu'on a dans chaque cellule est plus faible, simplement parce qu'à la fin, on séquence des brins d'ADN, et on séquence un nombre à peu près constant de brins d'ADN. Et la question, c'est est-ce qu'on veut qu'elles viennent toutes de la même cellule, auquel cas on a un très bon signal, ou est-ce qu'on veut, de manière aléatoire, qu'elles viennent de plein de cellules, auquel cas on aura moins de brins d'ADN séquencés par cellule, ce qui se traduit, par exemple, quand on fait de la transcriptomique, ce que sans doute tu avais en tête, c'est par plein de zéros, parce qu'il y a plein de gènes qu'on n'attrape pas, et on ne les attrape pas spécifiquement parce qu'on a préféré attraper quelques gènes de plein de cellules plutôt que tous les gènes d'une cellule. Donc oui, il y a beaucoup de zéros. Typiquement, il y a des expériences où on a jusqu'à 80-90% de zéros. Donc c'est des matrices... alors quand je dis les zéros étant un mélange de données manquantes, donc c'est des zéros parce qu'il y a un gène présent qu'on n'a pas capturé. Parfois, c'est aussi que le gène n'est pas présent, auquel cas on a zéro. Donc il n'y a pas un signe qui nous dit manquant ou zéro, c'est juste un zéro. Mais du coup, il faut développer des algorithmes qui prennent ça en compte. Et les algorithmes prennent ça en compte. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais quelques citations. Si on prend les modèles utilisés, vous allez reconnaître des VAE. VAE, c'est un algorithme standard en deep learning. Sauf que là, le VAE utilisé pour les données single cell, la dernière couche est différente. Il génère des datas avec des zéros, avec un modèle un peu spécifique qui génère la probabilité de zéro, et puis une autre variable qui est si ce n'est pas zéro, quelle est la valeur, il multiplie les deux, etc. Donc c'est pris en compte. Et c'est intéressant, encore une fois, pour ces méthodes, parce que je pense que les statistiques, le traitement du signal sont les outils idéaux pour, par exemple, pour aller vers plus de cellules avec un niveau de qualité plus faible, si on arrive à corriger, trouver le bon trade-off entre qualité par cellule et nombre de cellules. Merci beaucoup. On peut remercier encore notre orateur. Merci.